rétrospective de la semaine. L'engagement des jeunes dans la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes et préjudiciables aux femmes et aux filles de l'Afrique de l'Ouest. C'est le thème de la 8e session des universités d'été initiée par le Centre d'information et de formation en matière des droits humains en Afrique, CIFDA. De l'avis du président du dit centre, Urbain Yamiogo, l'abandon de ces pratiques s'avère nécessaire. Vous constaterez aussi au Burkina Faso qu'il y a eu plusieurs situations qui sont intervenues. Notamment, si vous prenez le cas par exemple de Garango, il y a eu des femmes qui ont excisé des enfants, qui ont été appréhendés par la gendarmerie et la population s'est liguée pour aller les libérer. C'est vous dire que la population n'a pas encore bien compris et intégré la finalité des lois qui ont été adoptées et la nécessité justement de travailler donc à abandonner ces pratiques traditionnelles néfastes. Et pour venir au bout de ces pratiques, 18 jeunes issus de différents pays de l'Afrique de l'Ouest vont être outillés à travers des sessions de formation. Les participants aussi auront l'occasion de voir quel est le fondement juridique aussi qui plaide en termes donc de droit international par exemple, qui plaide en faveur donc de l'élimination de ces pratiques. Mais ce qui est important et la spécificité donc de cette formation, c'est que les jeunes vont être accompagnés dans l'élaboration de projets et il y aura une compétition de projets et un jury va trancher et le meilleur projet donc va bénéficier d'un prix et d'un accompagnement concret financier pour sa mise en œuvre. Les pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes comprennent, entre autres, les mutilations génitales féminines, les mariages précoces et forcés, l'exclusion sociale des personnes accusées de sorcellerie. L'économiste Samir Amin vivait au Sénégal depuis plusieurs années. Franco-égyptien de nationalité, il était l'une des figures de proue des mouvements altermondialistes. Brillant économiste et théoricien de l'économie marxiste du XXe siècle, il a dénoncé à plusieurs reprises l'action des institutions financières internationales que sont le Fonds monétaire international FMI et la Banque mondiale en Afrique. En lieu et place de ces politiques, il préconise pour les pays africains un développement marxiste. Pour lui, le FMI et la Banque mondiale, contrôlés par les États-Unis, le Japon et les pays européens, agissent d'abord pour défendre les intérêts occidentaux. C'est pourquoi il estime que la décolonisation n'est que de façade, dans la mesure où, précise-t-il, les indépendances ont peut-être mis fin à la colonisation en tant que telle, mais certainement pas à l'impérialisme économique. L'annonce de sa disparition a suscité une vague de réactions à la fois de la part d'hommes politiques, d'économistes ou d'anciens élèves. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a réagi en indiquant que le militant altermondialiste laisse un héritage intellectuel immense. Le président du Sénégal, Macky Sall, lui a rendu hommage à Samir Amin en ces termes. Le professeur Amin a consacré toute sa vie au combat pour la dignité de l'Afrique, du tiers-monde et des plus démunis. Pour Célestin Monga, vice-président de la Banque africaine de développement, je cite, « Vous n'aviez pas besoin de partager tous ces points de vue marxistes pour le voir comme l'un des esprits les plus aiguisés de l'économie et un vrai croyant en une Afrique démocratique et unie. Le monde a perdu un géant, un esprit magnifique et une espèce rare de professeur. » Fin de citation. Samir Amin a travaillé entre 1957 et 1960 pour l'administration de Gamal Abdel Nasser, ancien président égyptien, avant de conseiller entre 1960 et 1963 le gouvernement du Mali. Il est ensuite devenu professeur aux universités de Poitiers, Dakar et Vincennes. L'économiste est par ailleurs fondateur de l'Institut africain de développement économique et de planification. Tout a commencé lorsque le conducteur de tricycle a tenté de se soustraire à un contrôle, note la police nationale dans un communiqué. Il a de ce fait été interrompu dans sa manœuvre par un coup de fil des policiers qui auraient visé un pneu du tricycle. Selon les explications de la police, une balle issue des tirs a traversé la jante et la carrosserie pour aller se loger dans la cheville de l'une des passagères à bord du tricycle. Le communiqué précise que l'opération ayant provoqué cet incident s'est tenue dans un contexte bien donné. En effet, le commissariat central de la police de Bobo-Dioulasso dit mener depuis le 14 août dernier une vaste opération de contrôle axée sur la circulation des tricycles dans la ville. Cette opération entre dans le cadre d'une exécution des mesures relatives à la sécurité routière avec pour but de prévenir et réprimer ce phénomène qui endeuille régulièrement les familles burkinabées, peut-on lire dans le communiqué. Cela fait suite au constat, selon la police, de l'implication fréquente des tricycles dans des cas d'accidents et d'incivisme de la circulation routière, aux conséquences souvent dommageables. Dans le cadre de cette opération, la police note que plusieurs conducteurs de tricycles, dont celui à l'origine de l'incident, sont aux arrêts en attente d'être déférés devant le parquet. Ils seront poursuivis pour des faits entre autres de violence et d'outrage à agent. La blessée, elle, est hors de danger à en croire la police.
Y a-t-il une république ici ? S'interroge Abidima Diabaté. Sur son mur Facebook, il déplore l'usage par le policier de son arme à feu en ces termes, je cite. « Un agent des forces de l'ordre a fait usage de son arme dans l'exercice de sa fonction. Il y a certainement des textes qui encadrent l'usage des armes, quelles que soient les circonstances. Même dans le cadre de l'arrestation d'un terroriste avéré, je crois que les textes disent dans quelles conditions on doit faire usage de son arme. Si nous sommes dans une république démocratique où les textes sont faits pour tous, alors que les textes soient appliqués. » Fin de citation. Il poursuit sa publication en demandant qu'une enquête soit ouverte pour savoir si le policier a fait usage de son arme dans les conditions régulières ou si c'est plutôt dans ce qu'il appelle un excès de zèle. Malheureusement, déplore-t-il, la communication de la police est restée muette à ce sujet. Django la gâchette facile est de retour au Far West Mutale. Tel est le film qui a été donné de voir à Bobo Dioulasso par un agent censé protéger et apporter la quiétude à la population. Écrit pour sa part Isaka Kabore. L'internaute soutient que ouvrir le feu, même dans une situation assez délicate, c'est pourquoi il affirme que tirer en pleine ville, surtout pour une raison aussi squelettique, est un acte suffisamment grave à condamner avec la dernière énergie. Même dans un braquage, je ne pense pas que la législation policière autorise à tirer sur le malfrat à cause du bouclier humain, à plus forte raison dans ce cas de figure où la trajectoire de la balle aurait pu occasionner une situation encore plus dramatique. En réponse à cette publication de Isaka Kabore, Isaïe Ouedraogo écrit ceci. Ceux qui se prennent pour des Django doivent se rendre dans le Sahel. Arnaud Ouedraogo prend le contre-pied de Isaka Ouedraogo en expliquant qu'il faut être à Bobo pour comprendre à quel point ces agents de police souffrent et d'ajouter que la législation policière autorise bel et bien l'agent de police à immobiliser par tous les moyens tout conducteur qui ne s'arrête pas à ses injonctions. Alassane Bougma ne partage pas le même point de vue qu'Arnaud Ouedraogo. Pour lui, si cette disposition existe, c'est qu'elle est scélérate et mérite d'être abolie. Les policiers de Bobo souffrent-ils plus que ceux des pays développés, lesquels ne tirent pas à tout vent sur les agresseurs, a-t-il questionné. Karim Yaro va dans le même sens qu'Alassane Bougma en indiquant ceci. Si cette législation permet d'immobiliser le conducteur par tous les moyens et en tout lieu, c'est qu'on est foutu. Soyons un peu sérieux là. Même dans le cas des interventions contre les terroristes, on ne commence pas à intervenir sans établir un périmètre de sécurité. Même un lance-pierre, on ne tire pas en ville au hasard. Salif Nian, dans une publication, précise que les forces de défense et de sécurité ont toujours bénéficié du soutien de la population. Le soutien à la troupe contre la hiérarchie policière au sujet des services payés, la création de l'UNAPOL et certains mouvements d'humeur au sein de la police, le soutien aux policiers radiés injustement, l'intervention avec brio au Café Aziz Istanbul, à Capuchino et à l'état-major sont entre autres exemples cités. Mais il souligne que lorsqu'il y a des abus, ces forces de défense et de sécurité doivent être rappelées à l'ordre. Nos forces de défense et de sécurité, comme les autres corps socio-professionnels, ont besoin de nos encouragements et félicitations dans la bonne exécution de leur mission, mais aussi et surtout de nos critiques qui leur permettront de corriger certaines erreurs qui sont un grand danger pour notre société, ajoute-t-il. Salif Nian conclut son poste par cette citation de Georges Clemenceau, je cite, « La guerre est une chose très sérieuse qu'on ne peut pas la confier aux seuls généraux », fin de citation. Le sursis à exécution du communiqué d'ouverture du concours de la magistrature ordonné par le Conseil d'État suite à une requête d'annulation introduite par Wanyonye Dabiré et autres est diversement apprécié par les candidats au dit concours. Christian Dayamba, titulaire d'un Master 2 en droit, lui salue cette décision du Conseil d'État et attend que la suite leur soit favorable. Nous attendons la décision au fond. On a tendance à le dire qu'une décision de sursis à exécution est l'antichambre d'une décision d'annulation. Bon, donc espérons bien que le juge du Conseil d'État va en tout cas statuer dans le sens en tout cas des étudiants titulaires d'une maîtrise en droit. Il n'est pas seul à se réjouir de cette décision. Karim Ouedraogo, qui a postulé avec une maîtrise, est de son côté. Moi je suis pour, parce que c'est pas normal, je trouve que c'est pas normal que un décret un acte administratif puisse modifier une loi. C'est comme il l'a dit, le principe de la hiérarchie des normes n'a pas été respecté ici. Quant au candidat titulaire d'une licence en droit issue du système licence master doctorat, à l'instar de Bibata Kabore, c'est le découragement. On a reçu la décision que le Conseil d'État a rendue avec vraiment amertume. Ça nous a beaucoup démoralisé. Du coup, on était dans le boileau avec tant de souffrance, on ne dort pas, on bosse. Et du coup, on vient vous dire que non, vous n'allez pas pouvoir composer parce que Bibata Kabore attend maintenant que le gouvernement revoie le test. Le gouvernement n'a qu'à revoir le plus vite possible les tests afin de les mettre en conformité maintenant avec le LMD pour que les choses puissent se faire maintenant dans
la légalité maintenant. Ces candidats n'hésitent pas d'engager à leur tour des poursuites judiciaires. Mais en attendant, ils se demandent si la mesure va concerner tous les autres concours qui sont dans la même situation. La requête finale sur cette suspension est attendue en octobre prochain. La désignation de Mathias Tankwano à la tête du Conseil supérieur de la communication CSC préoccupe l'Union de la presse indépendante du Faso, UNPIF. Comment un fidèle parmi les fidèles du président du Faso peut-il garantir l'indépendance et l'impartialité d'une institution de régulation des médias, s'interroge-t-elle. Également, l'Union juge inacceptable la mise en place même du nouveau conseil, car résultat selon elle d'une des manières les plus obscures, ce qui fait douter de la désignation de Mathias Tankwano comme président du CSC. Ce choix n'a pas été fait par consensus. Il s'agit plutôt d'une imposition du président du Faso, précise l'UNPIF. Elle dit donc regretter la passivité de l'ensemble des conseillers, surtout les représentants des médias, face à une telle situation de manipulation et de régression dont il leur revenait de dénoncer fermement. Cela n'a pas été sans conséquence, car ayant mis en conflit les organisations professionnelles patronales et non patronales des journalistes et des travailleurs, poursuit l'UNPIF. Par ailleurs, l'Union condamne la hiérarchisation des organisations professionnelles faites par le ministre de la Communication au cours d'une de ses sorties médiatiques. À en croire l'UNPIF, ce dernier a tenté d'exclure l'Association des journalistes burkinabés AJB et le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, SYNATIC, du champ des organisations professionnelles des médias. Une hiérarchisation que l'UNPIF juge erronée et sans aucune base légale. Pour elle, de tels propos consistent à mettre en conflit les structures des médias entre elles et participent d'une stratégie qui n'est autre que celle de diviser pour mieux régner, en droite ligne d'une politique d'arbitraire qui caractérise désormais les rapports du ministère vis-à-vis des médias. Face à une telle situation, l'UNPIF appelle à l'inclusion par l'intégration des bonnes pratiques au bénéfice des intérêts des médias. Les vacances sont généralement considérées comme une période de repos pour les élèves. Si ceux dont les parents ont les moyens partent en voyage ou en colonie de vacances, d'autres ne peuvent s'offrir ce luxe et optent de mettre ce temps à profit pour mener quelques activités moyennant quelques modiques sommes d'argent. Venu de Sapone, Raphaël Ouedraogo, élève en classe de seconde, a décidé d'exercer la mécanique. Pendant les vacances, je suis venu à Ouaga pour chercher du travail, pour que je puisse avoir des frais pour mes scolarité pour continuer mes études. Ayant obtenu son certificat d'études primaires, Boubacar Sidiki dit vouloir donner un coup de pouce à ses parents en faisant la mécanique. Je suis venu ici pour travailler et aider mes parents à payer mon scolarité. En compagnie de ses camarades et sous un soleil de plomb, Moussa Ouedraogo et ses camarades sillonnent les artères de la ville de Ouagadougou pour vendre des jouets d'enfants. Ce jeune élève de la classe de 6e mène cette activité dans l'optique de gagner quelques sous. Chercher de l'argent. J'ai décidé de faire ça. À l'instar de Moussa Ouedraogo, cette jeune fille, assiette sur la tête, s'adonne à la vente de maïs frais. La 6e, c'est parce que si on voit quelque chose pour acheter, il n'y a pas l'argent pour acheter. C'est ça qu'on achète le maïs là. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les vacances sont loin d'être un temps de repos pour ces jeunes élèves qui disent être à la recherche de leur pitance quotidienne. La rétrospective de la semaine. Les sanctions de suspension de fonction d'un mois infligées aux militants du syndicat national des travailleurs de l'action sociale SYNTAS est une violation de la loi 081 portant statut de la fonction publique. C'est cette situation que dénonce le SYNTAS. Selon les responsables du syndicat, les motifs avancés pour sanctionner leurs camarades ne sauraient se justifier. Ce qui amène le secrétaire général du SYNTAS, Juskoumara Logobana, à qualifier ces sanctions d'arbitraire et d'abus de pouvoir de la part de la ministre en charge de l'action sociale Marie-Laurence Ilboudou. La situation s'est exacerbée avec une cascade d'arrêtés de suspension de fonction d'un mois pris par Mme Hélène Marie-Laurence Ilboudou Bar-Marchal à l'encontre des centaines de militantes et militants au motif que ces derniers n'ont pas déféré à des réquisitions lors de notre grève des 24, 25, 26 et 27 avril 2018. Les sanctions de suspension de fonction d'un mois ne respectent pas les dispositions de l'article 161 de la loi 2015-081 CRT portant statut général de la fonction publique. En actant de la sorte,
Madame le ministre fait non seulement preuve d'abus d'autorité, mais également de détournement de pouvoir. Tout en condamnant les sanctions infligées à leurs camarades, le SYNTAS et le comité CZTB du ministère en charge de l'action sociale affirment que des actions fortes seront dégagées dans les jours à venir afin de rétablir les militants sanctionnés dans leurs droits. Mercredi 15 août, à l'enceinte du centre d'accueil d'urgence de Somgandé, une centaine de gamins dont l'âge est compris entre 8 à 15 ans s'offrent à notre vue. Ce sont les enfants issus de l'opération de retraite des personnes vivant en situation de rue. Présent sur les lieux, le directeur du centre Ganam Isaka donne des précisions. Le point qu'on pourra faire, par exemple, la date d'hier, on avait à partir de 15h hier 184 enfants. Et les enfants accueillis jusqu'à 18h40 hier, c'était au nombre de 32. Et nous avons pu tourner en famille 17. Et pour permettre à ces enfants d'être dans des conditions acceptables, des dispositions sont prises. Il y a un personnel d'accompagnement. Les travailleurs sociaux qui sont là, ils sont à pied d'œuvre et ils sont accompagnés par le ministère en charge de la sécurité à travers la police qui est là. Il y a également les psychologues qui sont là dans leur salle d'écoute. Il y a également le personnel de la santé que le ministère de la Santé a voulu mettre à notre disposition. Tout de même, Ganam Isaka n'occulte pas les difficultés auxquelles le centre fait face. Donc, autre difficulté qu'il faut relever est que notre mur est bas. C'est compte tenu de la situation, en principe, et le mur ne devrait pas poser de problème si un travail était fait avec ces enfants très bien avant leur arrivée au centre. Et il y a aussi les coupures d'eau, puisque nous avons un forage. Il y a également les coupures d'électricité, les délestages, donc c'est partout. Mais ce n'est pas prudent de regrouper tel nombre d'enfants et il y a l'obscurité. Tout peut arriver. Autre difficulté rencontrée selon le directeur du centre sont les rouages constatés régulièrement entre enfants du fait qu'ils ne sont pas issus du même milieu. Il s'agit d'enfants en situation de rue et qui parle d'enfants en situation de rue parle de bandes. Les enfants évoluent par bande et devant chaque bande il y a un leader. Et entre ces bandes il y a des bandes rivales. Ces bandes rivales, s'ils se rencontrent souvent ailleurs, c'est de la bagarre. Et on nous amène en même temps ces bandes-là ensemble au centre. Donc, c'est des difficultés dans la gestion. Séance tenante, nous sommes témoins de telles situations. Si pour l'instant, certains enfants sont fiers d'être dans le centre d'hébergement, ils ne l'espèrent pas pour longtemps, car selon eux, s'ils sont venus au centre, c'est parce qu'on leur a promis de leur trouver de quoi faire. Cet ancien apprenti chauffeur venant de Tita, la quinzaine bien sonnée s'impatiente. Moi j'étais à Ouagadougou ici, à la gare routière, suivre le Maroc, et puis j'ai gagné l'argent, parti au village, j'ai revenu, garage l'a déménagé, je ne connais pas où garage l'a parti encore. C'est à cause de ça. Moi, j'ai me resté à la gare routière, j'ai entré et dormi dehors. Et puis avant, ils ont venu nous prier qu'il y a des travail dans la cour ici, ils vont nous donner du travail. Comme aussi je veux du travail là, c'est à cause que moi je suis venu dans la cour ici. Mais on a fait longtemps ici, on n'a rien à faire. Mais on ne peut pas rester ici, on mange, on ne travaille pas. Si tu dimanche tu ne travailles pas, tu deviens bête, tu ne souffres pas, tu ne sais pas manger la sola. Mais en attendant, le quotidien de ces enfants se limite à certains jeux comme baby foot. L'éducation est un droit constitutionnel au Burkina Faso. Le pays a également ratifié de nombreuses conventions, dont celle relative aux droits de l'enfant. De ce fait, faire du droit des enfants à l'éducation une priorité a toujours été prôné, voire proclamé par les différents gouvernants. Ainsi, depuis des années, de nombreux plans d'action des politiques éducatives sont élaborés et
appliquée à tous les niveaux du système éducatif. L'une des dernières mesures prises issues de ces politiques demeure la gratuité de l'éducation jusqu'à l'âge de 16 ans. Avec cette politique, l'école est perçue comme un lieu privilégié de socialisation de tous les enfants. Mais à quoi sert de prôner permanemment et abondamment la mesure de gratuité si des dispositions ne sont pas aussi prises pour que tous les enfants puissent en bénéficier convenablement? C'est un secret de polichinelle que les infrastructures scolaires restent nettement toujours en deçà de la demande. On ne cessera de le répéter, l'inadéquation des politiques gouvernementales en matière de promotion des droits de l'enfant à l'éducation tire sa source dans les politiques importées depuis l'introduction du programme d'ajustement structurel PASS imposé par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Les conséquences sont aujourd'hui implacables. Sous le poids des systèmes de contingentement du PASS, on note entre autres l'insuffisance et la faible capacité d'accueillir des infrastructures scolaires et les coûts très élevés de l'éducation. Résultat, abandon massif de milliers d'enfants avant l'âge de 16 ans. Malheureusement, avec la forte précarité du niveau de vie de l'écrasante majorité des familles burkinabées, nombre d'enfants se retrouvent dans la rue. Leur nombre augmente d'année en année et le phénomène a atteint dans ces derniers temps un niveau critique. En plus qu'ils soient des milliers à être dans la rue, ces enfants déjà victimes des politiques éducatives hasardeuses font l'objet parfois d'exploitation de toutes sortes. Que des politiques, premiers responsables de leur situation, décident enfin de prendre à bras le corps le phénomène, c'est tant mieux. Mais encore faut-il le faire bien et surtout sans tambour battant. Ce n'est ni par enchantement, ni par miracle que ces enfants se sont retrouvés dans la rue. Leur retrait devrait être simplement une activité routinière du ministère en charge de l'action sociale depuis belle lurette. Ce qui aurait eu le mérite d'éviter la situation telle que constatée aujourd'hui. Voilà que le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale de la famille, avec à sa tête Laurence Ilboudo, s'est vu obligé de lancer une opération de retrait des personnes en situation de rue. Mais comment une telle opération pourra-t-elle réussir si les éducateurs spécialisés à qui reviennent la lourde tâche de réintroduire les enfants retirés de la rue dans la société la désapprouvent, puisque les critiques des travailleurs de l'action sociale relatives à l'opération n'ont pas eu d'écho favorable sur la ministre de tutelle qui, visiblement, a opté pour une aventure solitaire. Encore un autre échec programmé. En tout cas, c'est une évidence que toute opération de retrait et réinsertion des enfants de rue, mal conçue, mal ficelée et n'ayant pas l'onction des professionnels du domaine, ne saurait venir au bout de ce phénomène de façon pérenne. Pour y parvenir, il faut aller au-delà des politiques conjoncturelles en s'attaquant avec courage aux véritables causes du dit phénomène. Seulement la chance que les gouvernants actuels aillent au charbon reste mitigée. La rétrospective de la semaine. Stéphane Kaboré, bonjour. Bonjour. Suite à une conférence que vous avez animée le samedi 11 août dernier, certains de vos camarades auraient été convoqués par les services sécuritaires. Pouvez-vous nous en dire plus? C'était le 11 août, effectivement. Nous avons tenu une conférence publique pour échanger sur le thème des enjeux de lotissement, quel est le rôle des citoyens. Au cours donc de la conférence, nous avons reçu la visite d'un cargo de la police qui est venu soit disant qu'ils étaient de passage pour, comme ils voyaient l'attroupement, ils sont passés pour comprendre comme c'est un lieu public. Ils ont même pris des photos de notre banderole et après ils sont donc repartis. Après quelques échanges avec le président du comité et donc un camarade qui était assis donc au bord de la classe, qui était donc aussi enseignant à l'école. Alors donc c'est suite à cela que nous avons le camarade Boum Suleiman m'a informé qu'il a reçu une convocation de la police, la sécurité de l'État. Donc nous tous, comme on se demandait ce qui pouvait être, mais quand il s'est rendu, il se trouve que donc la convocation était liée donc à l'activité que nous avons menée. Et qu'ils estiment que nous n'avons pas pris une autorisation pour mener l'activité. Maintenant, après les échanges avec le camarade de Boum, Suleiman, ils sont revenus, ils ont voulu lui remettre une convocation pour moi. Il n'a pas
accepté de prendre la convocation, mais la convocation a été envoyée au niveau de la section d'éducation de base dont je relève. Alors j'ai pris la convocation et je suis allé donc répondre, en tout cas aujourd'hui même, le 16 août à 9h. Et qu'est-ce que vous avez reproché? Il nous a reproché d'abord pour le camarade Bouboum que c'est lui donc qui est l'organisateur. Bien, il a bien dit que c'est le comité qui est l'organisateur et que bon lui il n'a fait que faciliter en tout cas le travail au comité en appelant son directeur d'école pour négocier la salle qui a donné son accord même si c'est verbal. Et que bon, mais à mon niveau, on me reproche donc d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre donc de certaines autorités, notamment le directeur du cabinet du président du PASO, le maire de Tidibou, Zakaria Savadego, l'ex-maire de l'arrondissement de Nongor-Massam, et aussi Simon Compaoré. Donc voilà qu'on me reproche donc de tenir des propos diffamatoires à l'endroit donc de ces autorités-là. Et qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Ce matin, quand nous sommes arrivés, donc on m'a demandé d'éclaircir davantage parce que ils ont été investis d'une mission, nous écouter pour comprendre pourquoi donc nous avons, je me suis donc en pris versement, ce sont les termes comme ça, à ces autorités. Donc j'ai repris la communication pour dire que en fait la communication a été donc faite en 3 étapes. La première étape était donc d'identifier les différents types d'aménagements du foncier. Et la deuxième étape était donc les enjeux. Quels sont les enjeux que, en tout cas, les aménagements de la question foncière représentent aux yeux donc de la population et aux yeux donc des politiciens. Voilà, et que c'est au niveau donc des enjeux pour les hommes politiques, les politiciens donc à travers donc les conseillers municipaux, voilà, les maires, donc c'est à ce niveau donc que je vais apprendre donc des exemples, donc pour essayer donc mon argumentaire, ce que je leur ai dit. Ben, il faut se dire que l'interrogatoire n'a duré que 30 minutes, et c'est une seule question qui a été posée, et c'est juste pour donc pouvoir éclairer. Voilà, et que il fera donc son bilan donc à son chef hiérarchique qui lui a demandé le travail. Et au niveau de votre structure, comment appréciez-vous toutes ces convocations? C'est pas la première fois que nous tenons donc des rencontres de ce genre. Nous avons même tenu un atelier de formation même de nos militants dans cette même école et que c'était la même procédure. Nous avons également tenu une autre rencontre de formation des femmes du secteur en formation en savants solides. Donc, nous avons dans les jours à venir notre 72 heures chrono que nous préparons. Nous avons vraiment été surpris donc de voir en tout cas tout un cargo de la police venir à notre rencontre pour essayer. Donc, nous comprenons ça comme étant des intimidations et que pour que, en fait, nous empêcher donc de parler. Et que je vois ici la question de la liberté d'expression qui est mise à lieu de preuve à l'état actuel. Avec une telle situation, que comptez-vous faire? Nous sommes mobilisés et les camarades sont parce qu'ils nous disent que il se pourrait qu'ils nous reviennent. Il a dit vraiment, il a précisé qu'il se peut qu'on nous revienne, mais au cas où on nous revenait, voilà, en tout cas, rester, serein et ce que j'ai pu dire, de pouvoir être à mesure de redire ce que j'ai pu dire. Donc, pour le moment, nous sommes organisés et nous attendons de voir la suite. Stéphane Kaboré, merci. Merci bien.